Bonjour et bienvenue à votre émission en direct du bureau du maire. Aujourd'hui, M. Demers est absent pour cause médicale, alors nous avons le plaisir d'accueillir le maire suppléant, M. Boyer. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, Mme Lessard. Ça va bien? Très bien, oui, enchanté. Oui, merci de vous rendre disponible pour, en tant que suppléant au maire pour notre émission. C'est la première fois qu'on se rencontre. Je suis très heureuse de vous rencontrer. On va avoir différents petits éléments à discuter ensemble. Vous êtes maire suppléant depuis un petit bout, donc vous connaissez un peu, vous connaissez d'ailleurs probablement beaucoup plusieurs sujets dont on va parler aujourd'hui. C'est ça, en effet. Bien, je suis maire suppléant depuis environ 2 ans et demi, mais là, plus particulièrement depuis le mois de janvier, malheureusement, la conjointe du maire est très malade, donc je sais qu'il passe beaucoup de temps à ses côtés. Là. Il y a beaucoup de rendez-vous à l'hôpital également. Il y a des traitements de chimio qui ont commencé récemment, donc c'est pour ça là, que régulièrement, je dois le remplacer dans des rencontres ou comme aujourd'hui là, pour l'entrevue. Parfait. Merci de vous rendre disponible. Puis on souhaite à M. Demers que tout se passe pour le mieux pour eux. On va commencer d'ailleurs justement, le sujet chaud en ce moment pour vous, c'est la chefferie de votre parti. Et vous avez eu une courte course à la chefferie dernièrement. Madame Dufour, Madame Virginie Dufour s'est présentée pour finalement se retirer de la course. Alors, je voulais savoir comment est l'ambiance actuellement dans le parti? Ça va bien. On est une petite équipe assez serrée. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Donc, Mme Dufour et moi, on a toujours bien collaboré sur plein de dossiers. Puis c'est d'ailleurs, quand le maire a annoncé en fait qu'il ne se représenterait pas et qu'il y aurait une course à la chefferie, on s'en est parlé, elle et moi. Puis tout de suite, le mot d'ordre, ça a été si tu te lances ou si je me lance, on va être capable de faire ça dans le respect. Et ce qui est important, c'est qu'à la suite de tout ça, qu'il n'y ait pas de pots cassés, qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Et c'est ce qui se passe. Donc, je crois que le fait qu'il y ait toujours eu un bon climat de travail a fait en sorte que ça s'est déroulé assez rapidement, mais de manière très saine. Et on continue à travailler ensemble là, sur plusieurs dossiers. Parfait. Puis, elle a évoqué des raisons familiales pour se retirer. Vous, c'est pas quelque chose qui vous impacte ou c'est pas un challenge pour vous, la famille? Bien, c'est sûr que la politique, c'est exigeant. Oui. On compte pas les heures, on travaille le jour au bureau, les soirs, les fins de semaine dans les événements. Donc, c'est très, très exigeant. C'est pas pour rien que certaines personnes, des fois, décident de faire la politique plus en fin de carrière quand les enfants sont grands. Moi, dans mon cas, j'ai pas encore d'enfants. Donc, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus facile de mon côté. Mais cela étant dit, je crois qu'on doit aussi, peu importe qui veut se lancer en politique, on doit trouver des mécanismes pour faciliter justement l'implication de tout le monde parce que la politique, on représente nos citoyens. Donc, c'est important qu'il y ait à la table du conseil de ville ou à l'Assemblée nationale des gens de tout âge, avec tout style de vie. Donc, c'est important d'avoir des gens aussi qui ont des enfants qui puissent siéger pour représenter justement cette réalité-là. Et c'est ce qu'on tente de faire au cabinet du maire. Donc, on a toujours fonctionné avec des horaires flexibles où est-ce que l'important, c'est que le travail soit fait. C'est pas qu'on soit là entre 9 et 5. Donc, si la personne veut travailler de chez eux, même avant la pandémie, si la personne voulait travailler de chez elle, plus de soir, de fin de semaine, le matin, d'un café, on a toujours été très flexible. Et c'est clairement quelque chose qu'on va continuer à faire pour qu'un maximum de personnes puissent continuer à s'impliquer. Puis, vous me semblez quand même, la ville de Laval est la 3e plus grande ville au Québec. Vous me semblez assez jeune. Est-ce que est-ce que ça vous fait pas un peu peur comme défi, ça, quand même? C'est sûr, c'est un grand pas à prendre, mais je vous dirais, partout où j'ai passé dans ma vie, j'ai souvent été le plus jeune. Mon père avait une usine qui faisait des cadres et des portes. Il m'amenait très jeune les week-ends, travailler avec lui, l'été aussi. Donc, j'ai grandi rapidement dans un univers d'adultes à ce moment-là. Quand j'avais 14 ans, j'ai demandé à mes parents d'aller vivre à l'étranger. L'année suivante, à 15 ans, je partais vivre en Nouvelle-Zélande pour finir mon secondaire. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui aime prendre des risques. Je suis curieux, je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc, j'ai jamais eu peur de foncer. Et même si je suis peut-être jeune pour le poste de mairie, ça fait 8 ans que je suis conseiller municipal. Donc, je connais bien la ville, je connais les fonctionnaires, je connais les citoyens. J'ai œuvré sur plusieurs dossiers, que ce soit développement économique. J'ai été président de la commission de l'environnement pour le Grand Montréal. Donc, je vous dirais, même si c'est un grand pas, je suis
quand même assez à l'aise, puisque ça fait déjà quand même quelques années que je travaille là, dans ce milieu-là. Vous avez acquis une certaine maturité aussi parce que vous êtes vice-présidente du conseil exécutif actuellement. Exactement. C'est ça. Donc, vous connaissez plusieurs dossiers, dont un des dossiers que j'aimerais qu'on parle, c'est le premier rapport d'étape sur l'économie qui est sorti de la DRIC. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce premier rapport-là? Donc, en effet, on a démarré une démarche de réflexion pour savoir comment est-ce qu'on veut positionner Laval au sortir de la pandémie. Quand il y a une crise, c'est aussi souvent une belle opportunité pour se remettre en question. Est-ce qu'il y a des choses qu'on faisait avant qu'on veut faire différemment dans l'avenir? Est-ce qu'il y a des leçons qu'on veut tirer de la pandémie? Et c'est pour ça que présentement, je rencontre une centaine d'acteurs, autant des entreprises, des organismes communautaires, des gens du milieu culturel, de l'environnement, pour justement se poser la question, bien, Laval, on veut être où dans quelques années? Comment est-ce qu'on veut se positionner après la pandémie? Donc, c'est l'objectif, c'est d'avoir cette grande réflexion-là. Et dans les dernières semaines, on a produit le premier rapport qui était sur l'économie, qui nous a permis là, de ratisser large, d'avoir plusieurs réflexions. Et le but de tout ça, c'est que Laval, au final, soit une région qui puisse continuer d'être attrayante pour les familles, qui a une belle qualité de vie, et minimiser les impacts de la pandémie sur les entreprises ou sur les emplois. Donc, je donne quelques exemples de réflexion. Laval, l'économie a reprise très rapidement. Présentement, il y a plus d'emplois à Laval qu'avant le début de la pandémie. Donc, comme tout le monde, on en souffre. Il y a des restaurateurs, il y a des gens dans l'industrie touristique où ça va plus mal. Mais globalement, il y a aussi des entreprises qui vont bien. Et une des raisons, c'est probablement parce que notre économie est très diversifiée. Donc, comment est-ce qu'on peut poursuivre, s'assurer de maintenir cette diversification-là de l'économie? Mais il y a aussi une des réflexions qui s'est faite en rencontrant les organismes, les entreprises, c'est de dire, ailleurs dans le monde, il y a des pays qui ont décidé d'avoir vraiment une vision globale pour dire, hey, comment est-ce qu'on va penser à l'économie de demain? Donc, pas juste réparer les pots cassés, mais aussi dire comment est-ce qu'on va se moderniser. La France, la Corée du Sud, il y a plusieurs pays qui ont dit, hey, c'est un bon moment pour faire une transition vers une économie plus verte, pour revoir justement les enjeux de société, comment diminuer les inégalités entre les régions ou entre les individus. Et donc, nous, à Laval, on veut faire cette réflexion-là. Donc, pas seulement dire comment est-ce qu'on sauve le bateau qui coule, mais aussi comment se doter de quelque chose de plus moderne. Est-ce qu'il y a des industries d'avenir qu'on devrait développer à Laval et qui, au final, vont bénéficier pas juste notre ville, mais aussi le Québec? Par exemple, on parle de plus en plus de médecine personnalisée. Ajuster les médicaments en fonction de la génétique des gens. On parle de plus en plus de sécurité informatique. C'est important pour les entreprises, pour les gouvernements. On parle de plus en plus des attaques informatiques. Le Grand Montréal est déjà un pôle au milieu du développement technologique, un pôle en intelligence artificielle. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, développer quelque chose de complémentaire à Laval, comme en créant des pôles sur l'intelligence artificielle, mais aussi axés sur la sécurité informatique? Donc, c'est le genre de réflexion qu'on a pour s'assurer que Laval reste une région attrayante avec une grande croissance économique et ultimement une bonne qualité de vie des citoyens. D'ailleurs, il y avait aujourd'hui, le 14 avril, entre autres, il y avait une conférence sur l'intelligence artificielle. Alors, les gens qui sont intéressés peuvent se joindre à ce type d'atelier-là que vous allez mettre en place dans le cadre de ce rapport-là. Oui, absolument. Et on a signé aussi des partenariats avec la DRIC, avec différents partenaires. On veut être capable d'accompagner les entreprises. Que ce soit pour faire un virage numérique, pour permettre plus de ventes en ligne, que ce soit pour... vous savez, avec la pandémie, il y a des entreprises qui ont dit « je vais arrêter de m'approvisionner en Chine » parce qu'ils ont vu que c'était difficile en temps de pandémie de s'approvisionner à l'international. Ça les rend vulnérables. Exactement, ça les rend vulnérables. Donc, ça a l'avantage des fois d'être un peu moins cher, mais là, on voit les bénéfices de s'approvisionner localement. Donc, on veut accompagner les entreprises. Il y a des grandes entreprises qui ont toutes les ressources nécessaires à l'interne pour faire cette réflexion-là, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Donc, Laval, on veut mettre à disposition de ces entreprises-là, justement, des outils, des experts pour les aider à faire la transition. Je voyais d'ailleurs qu'il y avait 37 experts conseils qui étaient disponibles à la DRIC pour accompagner justement les entrepreneurs qui en auraient besoin. Donc, je pense que sur le site Internet que vous allez voir à l'écran, c'est super intéressant pour les entrepreneurs d'aller voir ce site pour voir les ressources auxquelles ils peuvent avoir accès.
Exactement. Et on travaille en collaboration avec nos partenaires. La Chambre de commerce de Laval a fait également le programme Réactiver Laval, où l'idée, c'est aussi d'accompagner les entreprises. Et je pense que c'est ça le rôle des gouvernements à jouer en temps de pandémie ou de crise. C'est vraiment on a l'avantage justement d'avoir des leviers économiques ou réglementaires spéciaux qui nous permettent d'accompagner les entreprises. Et donc, tout ce qu'on peut faire au final pour les aider, on va le faire. Donc ça, c'est le premier rapport. Au total, on peut s'attendre à avoir combien de rapports? Il va y avoir 4 rapports, puisque la relance post-pandémie, c'est pas juste l'économie, c'est le développement social aussi. Comment s'assurer que les gens plus vulnérables ne tombent pas dans l'oubli. Les banques alimentaires ont été fortement sollicitées dans les derniers temps, mais les répercussions risquent de se ressentir encore longtemps. Donc, on veut les accompagner. On parle beaucoup de santé psychologique également, la violence conjugale. Il y a beaucoup de personnes, puis on voit, là, on parle beaucoup de féminicide dans les dernières semaines. Moi, personnellement, c'est un enjeu qui me touche beaucoup. Et on veut avoir la réflexion comment est-ce qu'on développe notre territoire de manière à ce qu'on soit plus résilient. Un des apprentissages qu'on a fait en rencontrant les organismes, nous ont dit, on a ouvert, par exemple, à Laval, un centre pour les personnes en situation d'itinérance. Et certains organismes ont soulevé le fait qu'il y a des femmes en situation d'itinérance, mais qu'elles sont mal à l'aise d'aller dans ces services-là, puisque c'est souvent à très forte majorité des hommes, avec des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie, donc elles ne se sentent pas en sécurité. Donc là, une des choses qu'on veut rapidement faire, c'est de dire comment est-ce qu'on développe des ressources qui vont être mieux adaptées aux besoins des femmes. Donc c'est toute cette réflexion-là. Donc, développement social, mais aussi développement culturel. Le milieu des arts et de la culture ont été fortement impactés. Fortement, effectivement. Et c'est important pour nous, la culture, parce que la culture, c'est la fierté, c'est le sentiment d'appartenance, c'est le divertissement. Pour moi, c'est ce qui met de la saveur à une ville, à une région, à un quartier. Et dernièrement, on a aussi un rapport sur l'environnement qui va venir. Donc, la pandémie a pris le dessus dans les nouvelles dans la dernière année, mais ça reste, à mon avis, l'enjeu du 21e siècle, c'est les changements climatiques. Donc, on ne veut définitivement pas laisser de côté cet enjeu-là. Donc, il y aura toute une réflexion aussi sur l'environnement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Bon, mais c'est bien, on va suivre ça de près. Un autre sujet chaud de ce temps-ci, c'est aussi la diversité culturelle. Et ici, à Laval, vous allez recevoir le prochain sommet de la diversité ethnoculturelle et inclusion. C'est un sommet qui va être animé par l'animatrice Rebecca McConnell, qu'on connaît bien. Donc, pourquoi est-ce que c'était important pour Laval d'être l'hôte de ce sommet sur la diversité? Laval est une ville où la moitié de notre population est de première ou deuxième génération issue de l'immigration. Donc, des fois, les gens voient Laval comme une grande banlieue de maisons unifamiliales, blanches. C'est pas le cas. Laval est rendu vraiment une ville moderne, cosmopolite. On est la deuxième terre d'accueil en immigration au Québec. Plus de 30 de notre population est allophone ou anglophone. Et donc, c'était important pour nous d'avoir cette réflexion-là, pour dire comment est-ce qu'on s'assure que Laval reste une ville accueillante, harmonieuse, où la diversité devient une force et non pas une faiblesse ou un enjeu de division. Donc, c'est vraiment ça qui a motivé la tenue du forum, se doter aussi... En fait, lors du forum, on va présenter une politique cadre qu'on vient d'élaborer dans la dernière année, justement pour s'assurer que personne n'est laissé de côté, puis s'assurer qu'on continue à avoir un bon vivre ensemble collectivement. Oui, puis cet événement-là a lieu le 22 avril, mais pour les gens qui ne pourraient pas avoir participé, c'est de 9h à midi, mais il va y avoir une rediffusion de l'événement, ça sera enregistré, donc si vous voulez aller sur le site qui apparaît à l'écran, mais vous pourrez suivre cet événement-là en différé. Alors, c'est une bien bonne chose. Parallèlement à ça, la Ville de Laval aussi s'est joint à la Coalition des municipalités inclusives de l'UNESCO. Alors ça, il y en a seulement 82 villes en ce moment qui font partie de cette coalition-là au Canada. Pourquoi encore... Quel va être l'impact de ça là, dans votre quotidien? Qu'est-ce que ça va... C'est quoi concrètement cette coalition-là dans votre quotidien? Une des raisons pourquoi je m'implique en politique, c'est que j'ai à cœur les enjeux de société et dire comment est-ce qu'on fait en sorte que dans notre société, il y ait moins de division, qu'il y ait un meilleur taux de diplomation, moins de mortalité infantile, etc. Et les gouvernements ont justement ce pouvoir-là d'avoir des
des politiques publiques qui adressent les enjeux de société. De joindre l'initiative de l'UNESCO, ce que ça va nous permettre, c'est d'être à l'affût de toutes les initiatives qui sont faites dans d'autres villes ailleurs dans le monde et de savoir quelles ont été celles qui ont porté fruit, qui ont eu du succès, puis les autres qui ont dû être adaptées. Donc pour nous, c'est un peu comme un grand bassin d'idées de villes de partout à travers le monde, desquels on peut s'inspirer pour nous-mêmes appliquer des programmes ou des politiques publiques qui vont savoir répondre à des enjeux de société, puis en l'occurrence, justement, toute la question de l'intégration puis de la diversité culturelle. Oui, puis éviter, on dit aussi, c'est contrer le racisme, établir des politiques pour favoriser l'inclusion. Donc, c'est le genre de choses que la Ville de Laval a comme vision. Absolument. OK, puis elle se dote d'outils pour l'aider à vouloir intégrer ça dans ses politiques. C'est ça, exactement. Bon, c'est bon. Ensuite, parlant justement de politique aussi, il y a actuellement 2 projets de règlements municipaux qui a trait au cannabis. Ça faisait un petit bout qu'on en avait parlé. C'est un sujet qui revient un peu d'actualité. Il y en a une qui concerne la production de cannabis et l'autre qui concerne la vente de cannabis. Alors, c'est quoi le contenu de ces 2 règlements-là? On sait depuis 2018, la production, la vente de cannabis est permise au Canada et au Québec. Donc, il y a une loi provinciale qui vient et une loi fédérale qui viennent encadrer la vente et la production. Nous, à Laval, on est venu raffiner ces lois-là. Pour nous, c'était important, par exemple, qu'il n'y ait pas de point de vente ou de point de production à proximité d'une école ou d'une maison des jeunes. Donc, nos règlements, ce qu'ils viennent faire, ils viennent donner une zone tampon. Donc, de dire on n'a pas le droit de vendre du cannabis à proximité d'une école secondaire ou primaire. Même chose pour la production. La production peut générer certains inconvénients, comme par exemple l'odeur. Donc, on vient mettre encore une fois des zones tampons pour dire on ne peut pas empêcher la production de cannabis ou la vente sur notre territoire, mais par contre, on peut dire elles seront permises seulement dans certains secteurs. C'est ça qu'on vient faire. Donc, la production va être seulement permise dans certaines zones de notre territoire agricole ou industriel, mais dans des secteurs qui sont éloignés des quartiers résidentiels pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'inconvénients, d'odeur ou quelconque répercussion négative sur le voisinage. Parfait. Bon, fait que pour avoir plus de détails là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails reliés à ces règlements-là, encore une fois, c'est possible d'aller sur le site Internet qui va apparaître au bas de l'écran pour avoir un petit peu plus de détails. Puis, il y a d'ailleurs un courriel que vous pouvez utiliser s'il y a certains commentaires ou suggestions que vous voulez émettre. Il y a un courriel qui est là pour les citoyens qui voudraient participer ou qui voudraient faire des commentaires. Maintenant, je voulais qu'on parle un petit peu d'un sujet qu'on ne peut pas passer à côté, c'est le COVID, évidemment, COVID-19. Puis actuellement, il y a des cliniques de vaccination à Laval. D'ailleurs, il y a une clinique sans rendez-vous qui a été ouverte pour les 55 à 79 ans. Alors, comment ça se passe, ça, ici, là, la vaccination à Laval? La vaccination à Laval se passe bien. On a environ le quart de la population qui a été vaccinée. On a 3 cliniques qui font de la vaccination en ce moment. On collabore de près avec le CIS. D'ailleurs, j'étais juste avant notre rencontre là, en train de discuter justement avec le PDG du CIS. Laval a un long historique de collaboration avec le CIS sur notre territoire. Avant même la pandémie, on a fait une politique régionale de développement social conjointe entre la Ville et autrefois l'Agence de la santé du territoire lavallois. Et donc, on a toujours bien collaboré ensemble et on continue de le faire dans la pandémie, puis c'était même un atout. On a prêté au CIS différents lieux comme une aréna ou des centres communautaires pour pouvoir faire que ce soit du dépistage, de la vaccination ou même accueillir un surplus de patients de l'hôpital de la Cité de la Santé. Donc, il y a une belle collaboration qui est là depuis longtemps et qui se continue encore aujourd'hui et qui nous permet aujourd'hui d'avoir vacciné plus de 100 000 citoyens lavallois. Oui, 108 000. Exactement. Et on espère, comme tout le reste du Québec, que la vaccination s'accélère de plus en plus pour avoir un maximum de gens vaccinés. Et pour, espérons-le, que tout le monde ait été vacciné avant la Saint-Jean. C'est vraiment notre souhait le plus profond. Parce que le plus vite qu'on va pouvoir vacciner les gens, notre meilleure va être notre capacité à ralentir la propagation du virus. Et plus vite on va pouvoir reprendre une vie normale. Oui, puis on a hâte à ça. On a très hâte à ça. D'ailleurs, il y a un site, il y a beaucoup
de statistiques concernant la vaccination, le nombre de cas qui sont disponibles aussi sur le site Internet. Alors, si vous êtes un amateur de statistiques, puis aussi vous voulez voir l'évolution, tout ça, c'est disponible sur le site qui va apparaître à l'écran. Ensuite, je voulais qu'on fasse un petit suivi. La dernière fois, on en avait parlé un petit peu avec le maire, M. Demers, pour le faire un suivi sur les inondations. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi le statut à ce moment-ci sur les inondations? Cette année, les inondations, on a, je crois, échappé le plus grand risque. Donc, à ce moment-ci, on ne croit pas qu'il y aura d'inondations majeures, que le risque est très faible. D'une part, parce qu'il y a eu un peu moins de neige dans le bassin versant que dans les années précédentes. D'autre part, parce que la plupart de cette neige-là est fondue à l'heure où on se parle. Ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir des petites inondations localisées, mais on est prêt. On a un centre de sécurité civile qui est à l'œuvre, qui surveille ça de manière très rigoureuse. On a des palettes de sacs de sable prêtes à déployer au besoin. La police est au pied d'œuvre, les travaux publics aussi. Donc, au besoin, on va mobiliser tous les employés, tous les cols bleus nécessaires pour aller déployer les mesures sur le terrain. Mais heureusement, cette année, on anticipe qu'il n'y aura pas d'inondation importante là, sur notre territoire. Bon, on est bien content de ça. Puis pour terminer, je voulais vous parler d'une nouvelle qui est sortie dernièrement. Vous avez octroyé un contrat de 4 millions pour faire le réaménagement des berges des baigneurs. Alors, pouvez-vous me parler un petit peu de ça? Quand est-ce que ça va commencer, ces travaux? Oui, la berge des baigneurs, c'est une berge très achalandée à Sainte-Rose. C'est le cœur du village de Sainte-Rose. C'est là qu'on tient souvent des festivals de musique ou différentes animations été comme hiver. Et là-dessus, je remercie ma collègue Virginie Dufour qui suit le dossier depuis très longtemps. Et donc, on est heureux là, de pouvoir annoncer que la construction va commencer cet été, l'aménagement du site. Ça va offrir aux citoyens un espace plus convivial, plus agréable pour tenir des activités, pour s'y promener. Ça va permettre d'embellir aussi tous les pourtours de l'église, qui est vraiment un point de ralliement dans le quartier. Et donc, c'est un beau projet là, sur lequel on travaille fort depuis plusieurs années qui va se concrétiser et pour lequel aussi, on a aussi dû faire des fouilles archéologiques dans les 2 dernières années, puisque c'est un site qui a beaucoup d'histoire. Et donc, là, maintenant, on est confiant. Là, on a fait plusieurs relevés et on va pouvoir commencer certaines phases des travaux là, dès cet été. Puis ça, c'est parfaitement en ligne avec votre vision de Laval de vous réapproprier la nature. Donc ça fait partie des projets que vous mettez en branle. Absolument. À Laval, dans les dernières années, on a passé de 3 % à plus de 12 % de superficie de notre territoire protégé. On a investi plus de 50 millions de dollars dans le rachat de terrains dans nos boisés ou sur nos berges. Donc, on a racheté des berges ou des boisés, que ce soit à Hauteuil, Sainte-Rose, Pont-Viau, à Sainte-Dorothée, à Laval-des-Rapides, à Chamédé, un petit peu partout sur l'île. Et on va continuer dans les années à venir. Il nous reste quelques grands joyaux de milieux naturels. On veut les protéger, c'est important. Et maintenant qu'une bonne partie de ces terrains-là ont été acquis par la Ville, on va pouvoir les protéger sur le long terme et éventuellement aussi les aménager. Donc, mettre des sentiers, du mobilier urbain, des toilettes, donc pour que les gens puissent en profiter, puissent en bénéficier. Et on l'a vu l'été dernier avec la pandémie, nos parcs sont plus populaires que jamais. On s'est réapproprié ces espaces publics-là. Et donc, je crois que ça va être des projets là, déterminants pour la qualité de vie à l'échelle des quartiers partout à travers Laval pour les prochaines années. Donc, c'est autant une question environnementale qu'une question aussi de qualité de vie dans les quartiers. Bien, merci. Puis, justement, quel est avec la fin de mandat, M. Demers est en mandat jusqu'à la fin novembre, ou au début novembre, ou jusqu'en novembre. Quel est le dossier sur lequel il travaille actuellement, puis que vous tenez absolument à continuer parce que vous y croyez fermement? C'est quoi le dossier le plus important pour vous? Je vous dirais, il y en a plusieurs. La question du transport, donc le transport en commun, qui nous aide à la fois à réduire la congestion sur nos routes, mais aussi réduire les GES. C'est une question qui est chère aux maires, sur laquelle on a plusieurs projets avec le gouvernement du Québec, que ce soit pour des voies réservées, le réaménagement de certains boulevards ou encore un mode de transport en commun lourd, comme le REM ou le prolongement de la ligne orange. Donc ça, c'est définitivement des dossiers que je vais poursuivre. Il faut se rappeler qu'en termes de réduction des gaz à effet de serre au Québec, notre principale source, contrairement à d'autres provinces ou pays, c'est les transports.
Donc, aux États-Unis ou ailleurs dans le Canada, c'est souvent le fait que l'énergie vient du charbon ou de sources polluantes. Au Québec, on a l'avantage d'avoir l'hydroélectricité. Donc, notre principal enjeu environnemental, c'est de réduire les GES liés au transport. Donc, de un. Mais on a aussi beaucoup de projets de réaménagement urbain. J'en parlais tout à l'heure, c'est une question de qualité de vie. Donc, d'avoir des quartiers agréables où on peut aller marcher, se promener, où on s'y sent bien. Il y en a un dans mon secteur à Pont-Viau, il y en a à Sainte-Rose, je crois dans Saint-Vincent-de-Paul également. C'est un quartier qui a énormément de potentiel. Il y a beaucoup de bâtiments patrimoniaux. Il y a le vieux pénitencier. Donc, à mon avis, on devrait miser sur les anciens quartiers pour justement faire des projets d'aménagement urbain qui vont redonner une certaine fierté, qui vont redonner un esthétisme, qui vont redonner une qualité de vie aux citoyens dans ces quartiers-là. Donc, tout ça pour donner seulement quelques exemples parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui me tiennent à cœur et que je vais vouloir poursuivre. Puis, rapidement, pour terminer, quel est le dossier sur lequel vous avez le plus hâte de travailler? C'est difficile de choisir. C'est difficile de choisir, mais je crois qu'avec la pandémie, il y a mes intérêts personnels, mais il y a ce qui doit être fait aussi. Ouais. Et avec la pandémie, pour moi, on a un devoir de relancer l'économie, puis on a un devoir aussi de tendre la main vers ceux qui sont dans le besoin en ce moment, qui ont été lourdement affectés. Et donc, c'est une balance entre ces deux enjeux-là qu'on devra assurément mettre beaucoup d'énergie dans les années à venir. Bon, bien, je vous remercie beaucoup de votre temps. Je vous remercie beaucoup de ces réponses super intéressantes. Et je vous souhaite une bonne continuation en tant que maire suppléant. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Alors, c'est terminé pour cette émission-ci. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. On se retrouve le prochain mois pour notre prochaine émission en direct du bureau du maire.